Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à notre 6e émission de la série Technique picturale. Pour notre émission d'aujourd'hui, j'ai choisi comme titre l'historique de la matière picturale. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés deux invités qui sont bien placés pour en juger de l'importance de cette émission. J'ai devant moi Lise Forêt, qui est présidente de l'association lavalloise pour les arts plastiques, qu'on appelle communément l'ALPAP. Et à sa droite, M. Fernand Lachapelle, également président de l'association des artistes peintres de la Rive-Sud, et qui est géomètre de profession. Alors, Lise Forêt est une ancienne élève de l'Académie Wattier et j'en suis fier. Monsieur Lachapelle est presque un autodidacte. Il a pris des cours, mais il est presque un autodidacte. Il a des connexions, en faisant le géomètre, il a des connexions. Parce que en peinture, la peinture est basée sur la géométrie, le cubisme. Tout dans la nature revient à une forme géométrique. La tête est un cercle qui est posé sur un cylindre qui est le cou, les épaules, c'est un trapèze, etc. Donc vous n'avez pas besoin de prendre des cours. Vous êtes artiste dès la naissance. Alors, sans plus de salam alek, on va attaquer le sujet. On va parler des couleurs. Couleur vient du mot scellé. Scellé, ça veut dire caché. Et si on a employé la couleur dans l'ancien temps, c'était pourquoi? C'était pour les guerriers, pour camoufler et tacheter les guerriers. C'est ça. Donc, c'est la peinture de guerre, le premier emploi. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de tribus d'Afrique qui se maquillent et qui se masquent. Maintenant, peindre n'avait pas d'autre but que ça, orner le visage d'un guerrier. Donc on peut dire que les anciens, les sauvages, disons, les sauvages, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont nos ancêtres, nous autres, les peintres. Et c'est pour cela, dans certains pays d'Europe, les noms qu'on a des familles sont tirés directement des couleurs qu'on employait. Par exemple, si nous prenons par exemple ici au Québec, nous avons les Poitevins, ou la famille des Poitevins. En gaulois, ça veut dire picton. Ça vient du gaulois, picton. C'est-à-dire les peints, ceux qui sont peints. C'est pour cela si je suis Poitevin, moi, c'est que je descends de cette place-là. Maintenant, il y en a d'autres. Si vous prenez les Bretons aussi viennent du mot picte. Ça veut dire les tacheter, les masquer. Et sautons jusqu'en Angleterre. Nous avons les Pictes en Écosse. Aussi les peints. Parce que le mot picture, donc ça vient de là, de ce masque que les anciens faisaient. Si nous allons un peu plus loin, allons vers l'Occident, mettons en Chine et au Japon. Là-bas, ils avaient, en Chine ou au Japon, dans l'Asie occidentale, là-bas, ils avaient le rouge, qui était le plus prépondérant. Mettons, à partir de l'Inde, aller jusqu'à la Méditerranée, ça c'est l'Asie occidentale. La couleur qui dominait là, c'était le rouge, le pourpre. Et comment ça s'est trouvé? Ça a été trouvé par les Cananéens. Les Cananéens qui ont été appelés par la suite par les Grecs, les Phéniciens. Que veut dire Phéniciens? Ça veut dire les écarlates, donc les rouges.
Et le rouge était prépondérant dans toute la région. C'est pour cela qu'il y avait les Hamyarites en Arabie saoudite du Sud, de la tribu Hamyar. Ahmar veut dire rouge. Alors, les Grecs ont appelé les Cananéens les Phéniciens. Ça veut dire les écarlates. Et pourquoi les Phéniciens? Ils ont, eux, trouvé cette couleur quand le prince phénicien se promenait avec sa bien-aimée sur les bords de la mer. Il trouve un chien, son chien, qui avait le museau rouge. Il avait dévoré un mollusque. Et c'est de ce mollusque qu'on tirait le pourpre. C'est pour cela qu'ils ont été appelés les Phéniciens les pourpres. Même les Grecs ont appelé l'Érythrée. Vous avez en Afrique l'Érythrée. Ça veut dire le rouge, la mer rouge. Il y a le pays Érythrée. Allons, sautons jusqu'en Espagne, vous avez là-bas le azul, le bleu, d'où vient le mot azur. Le lapis azuli, ça veut dire, lapis c'est pierre. Lapider quelqu'un, c'est le tuer à coups de pierre. Lapis azuli, c'est-à-dire la pierre qui est bleue. Les Grecs et les Arabes ont tiré de lapis azuli la couleur que nous avons, nous autres, le bleu d'outre-mer. C'est pour cela que j'en parle dans cette émission, je ne suis pas en train de faire l'ethnologie là. Mais nous arrivons aux couleurs que nous employons. Nous savons un peu la provenance. Comme par exemple, vous avez d'autres couleurs, comme par exemple en anglais et en allemand, tous les mots de couleur viennent de cette racine. Comme par exemple, je vous en donne une dernière, le collet, cholestérol. Ça vient du collet qui est le jaune, ce que sécrète, la bile que sécrète le foie. Il est jaune. C'est pour cela qu'on appelle ça le cholestérol. Collet, jalne, jaune, tout ça, ça vient de ce mot. Galet, c'est la couleur jaune, etc. Arrêtons-nous là. Nous autres, si on les a étudiés, comme je vous ai dit, ça nous intéresse un peu. Moi, quand je lis un livre, toujours, qu'est-ce que je fais? Je prends mon crayon et puis je résume tout ce que j'ai lu en 2 ou 3 phrases. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 ou 3 phrases? Que couleur, ça veut dire masquer. Et le peintre, quel est son rôle? Le rôle du peintre, c'est de cacher. Cacher, pas la laideur. Il prend quelque chose de beau, de réel, il va en faire quelque chose de vrai. Donc, voilà. Un peintre, je tire la conclusion tout de suite, que la nature, elle est belle en soi. Mais le peintre, il doit nous la montrer plus belle encore en la masquant à sa façon, à son goût. D'où la communion entre les hommes et les artistes. Maintenant, nous allons passer à l'histoire de la technique picturale. Mon émission, c'est la technique picturale. Et j'y tiens. C'est la base de tout. Ça a commencé où? Dans les grottes d'Altamira et de Lascaux. Il y a des millénaires. Les grottes, c'est là où les gens n'habitaient pas là, mais ils allaient pratiquer leur religion. Ils avaient leur religion. Et là, il y avait des dessins et des couleurs, des aplats. On parlera ça dans une autre émission, les aplats. Alors, qu'est-ce qu'ils employaient? Ils prenaient de la chaux et des pierres ocrées. Et ils mélangeaient ça avec quoi? Avec une certaine graisse animale et il l'a diluée avec l'urine. C'est simple, urine animale ou humaine. Et il dessinait avec ça, il peignait, mais toujours à plat. C'était l'Altamira. Jusqu'à maintenant, si nous prenons la Grèce, Rome et l'Égypte, eux, ils n'avaient pas pris connaissance encore avec l'huile et la graisse. Ils peignaient donc toujours à base d'eau. Tandis que les orientaux, Chine et Japon, eux, ils avaient connaissance de l'huile et de la résine. Ils employaient l'huile de thé et ils avaient encore l'huile de camélia. Mais les orientaux, les occidentaux, l'Europe, ne connaissaient pas ça. Comment ils ont pris connaissance? Avec les guerres des Mongols. Les Mongols leur ont apporté les lacs chinoises, c'est célèbre, n'est-ce pas? Donc, ils ont pris connaissance, ils ont fait connaissance avec l'huile, et c'est à ce moment-là où ils ont marié les 2 manières. Bon,
La base était d'eau. Cennino Cennini faisait ça. La base était d'eau. Et il mettait par-dessus l'huile. Jusqu'à l'avènement de Van Eyck. Van Eyck, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben mon Dieu, cette huile, elle est trop épaisse. Il faut la diluer avec quelque chose. Ils ont trouvé l'essence de térébenthine. Elle a été commercialisée et on l'appelait l'eau miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'elle aidait cette graisse qui ne pouvait pas s'étaler facilement à s'étaler comme il faut et elle était plus couvrante. Donc ça, c'était le début de l'essence de térébenthine. Maintenant, donc, la tempéra, avant, les orientaux faisaient la fresque et la tempéra, et après, c'est venu le temps de la mélanger avec l'huile. Ça va devenir extrêmement très intéressant. Oui? C'est quoi la différence entre la tempéra et la détrempe? Oui. La tempéra et la détrempe, c'est la même chose. Je vais vous dire ça assez vite. La tempéra, l'agglutinant, c'est de l'œuf. C'est mélangé, les ingrédients sont mélangés à l'œuf. Soit avec le blanc de l'œuf, c'est pour avoir la transparence, soit avec le jaune d'œuf, c'est plus consistant, soit les deux à la fois. Ça, c'est la tempéra. C'est ce qu'employait Raphaël. Maintenant, la détrempe, c'est la même chose, mais il n'y a pas l'œuf. C'est à la colle et à l'eau. La différence, il y en a beaucoup qui mélangent ça. Et c'est grossier comme couleur, ça s'emploie, pourquoi? Lui, Raphaël, employait la tempéra pour ses tableaux, ses chefs-d'œuvre. La détrempe a été employée pour les grands tableaux et on l'emploie de nos jours si on l'emploie pour le décor. Comme par exemple Picasso, qu'est-ce qu'il avait fait, le ballet russe, lui? Il l'a décoré avec la détrempe, Picasso. C'est ça la différence entre les deux. Bon, alors, allons-y un peu plus vite. Est-ce que je peux vous arrêter juste Oui. un instant? Vous parliez tantôt d'essence de térébenthine, puis aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent que ça fait noircir ou craquer les tableaux. Écoutez, là, c'est une bonne question. Vous permettez, je vais répondre à votre question, revenir là-dessus, pour ne pas perdre le fil de mes idées, mais elle est très intéressante. Vous me la poserez. Oui, un peu plus tard. Je vais faire ça un peu vite, n'est-ce pas? Bon, alors, donc, il y a eu, après Van Eyck qui a commencé à employer l'essence de térébenthine, et après ça, il y a eu le Titien. Le Titien, il a pris cette méthode, je reviendrai tout à l'heure, il a pris cette méthode, le Titien, et il employait une essence un peu grasse avec. Pourquoi? Parce qu'il mettait très épais. Le Titien peignait très épais, avec son doigt. Il peignait avec ses doigts, le Titien. Vient après lui Rubens. Rubens a vu que Van Eyck travaillait très coulant, parce qu'il employait l'essence de térébenthine. Il a vu que Titien employait beaucoup gras. Il a dit, je vais prendre l'entre-deux, Rubens. Et c'est pour cela qu'il a eu ces chefs-d'œuvre qu'on a eus. Il a su employer les deux, évidemment, en commençant toujours par le plus maigre et en allant après par le plus gras. Puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu beaucoup de changements là-dedans. Au XVIIIe siècle, ils ont employé une matière qui était désastreuse, de triste mémoire, qu'on appelle le bitume. Oui. Ça, c'était désastreux. Alors, et qu'est-ce que c'est, le bitume? Le bitume. Le bitume, il descend du goudron, on l'extrait du goudron. Et pourquoi on l'a employé? C'est parce que le bitume donnait une tonalité, un ton de roux exceptionnel. Tous les peintres aimaient ce ton roux que le bitume seul donnait.
Mais à la longue, le bitume coagulait et craquait et il tombait en pièces. Ceux qui ont visité parmi vous le Louvre, vous allez voir le tableau, le tableau de Géricault, le célèbre tableau de Géricault. Il tombe en ruine. Vous connaissez le nom? Le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse. C'est ça. Je l'avais oublié, je peux la mémoire, moi. Le radeau de la Méduse, ça c'est un très beau tableau, et le côté en bas à gauche, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'ils ont employé le bitume. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Là, ça répond à votre question, ce que je dis là. On va revenir pourquoi l'essence de térébenthine, on l'emploie ou on ne l'emploie pas. Je vais vous donner l'histoire et je vous dis pourquoi. Alors, le bitume faisait des ravages, il fallait faire quelque chose. On l'élimine et on emploie l'huile. Simplement l'huile. Et qu'est-ce qui a utilisé l'huile, c'est-à-dire en gros, c'était les impressionnistes. Pourquoi les impressionnistes? Parce qu'eux, ils se plaçaient devant leur tableau, ils devaient faire leur tableau en une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, pas plus. Pourquoi? Parce que le soleil bougeait, l'ombre allait de l'autre côté, les couleurs changeaient. Une heure après, les couleurs, ça change, parce qu'eux, ils sont peintres de la couleur, pas du sujet de la matière. La couleur qui enveloppe la matière. Le dessin n'existe plus. C'est la couleur qui va dessiner le sujet. Comme quand on enrobe un gâteau, du chocolat. On met le chocolat là-dessus et le chocolat tourne autour du gâteau. Il est enrobé. On ne voit plus le dessin du chocolat. Tout ce qu'on voit, c'est le chocolat. Et le peintre impressionniste, c'est une bonne figure que je vous donne là. Et le peintre impressionniste est celui qui ne voit que la couleur qui dessine le tableau. Il fallait faire en une heure, ok, c'est fait. Mais ils n'ont pas suivi la règle qu'il faut partir d'abord maigre, ensuite aller de plus en plus empâté, de plus en plus gras. Posez-moi votre question, Lise Forêt. Qu'est-ce que c'était là? Elle était juste en place, c'est là où je vais vous répondre exactement. Qu'est-ce que vous me disiez? Bien, aujourd'hui, il y en a qui disent que l'essence de térébenthine fait noircir et même craquer la peinture. Alors, je me demandais si c'était juste. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait noircir et craquer. Craquer la peinture. Oui. Eh bien, que voulez-vous que je réponde? L'essence de térébenthine porte son nom. L'essence de térébenthine, c'est quelque chose de volatile. Ça s'envole, l'oiseau vole. Comment voulez-vous que l'essence de térébenthine puisse faire craquer une peinture ou la jaunir, faire jaunir, puisqu'elle s'envole? C'est idiot. Non, c'est pas juste. C'est une hérésie de dire ça. L'essence de térébenthine n'a aucune fonction. Tout ce qu'elle fait, elle permet à la pâte de s'étendre plus facilement et elle s'évapore après. Elle fait son travail et s'en va. Tandis que c'est l'huile qui fait jaunir et craquer la peinture. Parce que l'huile ne s'évapore pas. L'huile, elle est là et elle y reste tout le temps. Et c'est pour cela, vous voyez la Joconde aujourd'hui, combien de craques il y a là-dedans? Ils sont arrivés à 880 et je ne sais pas combien de craques. Il les calcule, il la voit tous les jours, tout le temps. Pourquoi? Parce que l'huile est là et l'huile ne sèche jamais, indéfiniment, toujours de moins en moins, des siècles. C'est l'huile qui fait jaunir et qui fait craquer la peinture quand c'est mal employé. J'aurai l'occasion de vous montrer ça et de vous dire exactement comment ça se passe. Et oui, dans la prochaine émission, je continuerai sur cet élan-là. Alors, c'est pour cela, nous avons vu maintenant la grande rupture du 19e siècle. Avec ça, ça a donné notre époque à nous, où on emploie une matière qui est basée sur une loi qui est le gras sur maigre. On peint gras sur maigre et je vais m'entretenir avec vous de ce sujet-là durant la prochaine émission et je vais vous expliquer comment il faut faire. Parce que la question est
est très délicate. À l'école où j'enseigne, moi, l'Académie Wattier, qui date depuis 16 ans, et vous allez savoir pourquoi je vous donne des chiffres, et j'ai eu à peu près 1400 à 1500 élèves jusqu'à présent. Il y a des élèves qui viennent toujours, et je leur demande toujours, écoutez, faites-moi un spécimen de votre travail. Comment vous faites? Presque toujours. On prend l'huile de lin dans un godet, et puis on peint directement à l'huile. Alors je leur dis, stop, on recommence à zéro. Et je leur donne la raison pour laquelle il faut peindre selon une loi qui est établie gras sur maigre. On commence d'abord maigre et ensuite on va peindre gras. Pourquoi? Parce que un tableau que vous faites, c'est un être vivant. Vous l'avez conçu dans votre esprit et vous l'avez mis au monde. Vous y avez mis votre amour et votre don de soi. Il doit vivre, vous allez lui donner une vie. Et un enfant qui vit, qui est né, qu'est-ce que vous lui donnez à manger pour commencer? Un bébé qui naît. Vous avez hâte qu'il grossisse, qu'il grandisse, qu'il aille à l'école. Est-ce que dès sa naissance, pour fêter l'avènement, vous allez commander au magasin du coin un pizza all dressed et puis arroser tout ça avec du Dunkin' Donut, avec du Pepsi Cola, tout ça? Non. Vous allez lui donner le lait de sa belle et petite maman. Puis après, petit à petit, on va mettre le gras sur maigre. Et le tableau, c'est la même chose. J'espère que cette figure vous donne une petite idée de ce qu'il faut faire. Votre tableau est un être vivant. Il faut lui donner longue vie et je continuerai sur ça à la prochaine émission. Maintenant, je vais m'entretenir un peu avec vous autres. Vous avez ici des peintures et à chaque émission, je demande toujours à des invités d'apporter quelque chose de leur travail et de nous expliquer un peu chacun sa manière. On se met en contact avec beaucoup d'autres peintres ce faisant, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, des amateurs qui regardent notre émission et ils m'en parlent, ils me téléphonent et ils veulent voir des choses concrètes, évidemment. Alors j'ai eu cette idée d'inviter du monde. Monsieur Lachapelle, je vais vous demander qu'est-ce qui veut passer maintenant. Vous, lequel? Oui. Bon. Alors, vous, Lise, vous allez. Qu'est-ce que vous nous avez apporté avec vous aujourd'hui? C'est 3 tableaux. Oui. Il y a 2 huiles et celui qui est plus bas, c'est un pastel. Oui. Un pastel d'après modèle vivant. Oui. Et les 2 autres sont d'après photo. Photo, c'est-à-dire. Vous avez pris des photos dont la position, quoi, la pose vous plaît. Oui. Et ça vous a dit quelque chose et vous en a... Est-ce que vous reproduisez la photo telle que vous voyez? Comment vous vous arrangez? Est-ce qu'elle est en couleur ou noir et blanc? Ces 2 photos-là, pour parler de ces tableaux-là, sont des photos qui étaient couleurs, mais dont j'ai harmonisé les tons. J'ai changé des choses parce que j'ai gardé pour la jeune fille que l'expression qui m'intéressait, pour la dame qui est assise, la composition avec le calorifère derrière, le coffre, et c'est des choses qui me plaisaient. Les couleurs ont été changées. Oui. Portez-vous plus d'attention aux couleurs et l'harmonie de couleurs que vous mettez ou bien pour le sujet, l'anecdote, disons? C'est plus au niveau pictural, c'est le choix des couleurs, puis aussi l'émotion que je ressens en le faisant. Alors, c'est pas l'anecdote est accessoire, je pense. Bon, passons maintenant à un autre tableau, le pastel. C'est, moi, je vous ai dit tout de suite en arrivant, d'ailleurs, vous me l'avez montré une fois, c'est mon préféré. Dites-moi quelque chose. Vous aimez le pastel? Oui, c'est un médium bien intéressant, rapide aussi, pour quelqu'un qui est vif.
Ça se travaille bien et ça donne tout de suite l'impression qu'on voulait saisir. L'huile, c'est un petit peu plus long comme démarche. Et moi, ça me plaît. Quand je fais du modèle vivant, j'utilise le pastel. Cette jeune fille-là a posé presque 3 heures pour nous. Oui. Ah bon, à l'Académie Wattier, je crois. Bien sûr. Bon, ils ont... voulez-vous, je vais porter une petite critique là. Allez-y. Ça ne vous gênera pas. Pas du tout. D'abord, moi, j'aurais mis un peu plus de contraste. C'est-à-dire, le foncé, je l'aurais, les tons qui sont dans les brins, ils sont trop clairs, et je les aurais mis plus foncés. Et le foncé que je mettrais ne serait pas le même, de la même tonalité. Du foncé, aller du plus foncé clair au foncé plus foncé. Maintenant, moi, ce qui me gêne, principalement, c'est l'œil du personnage. L'œil du personnage, le brin qu'il y a devant l'œil, qui découpe l'œil, est-ce que c'est le fond ou bien des cheveux? Le brun, c'est le fond. C'est le fond. Oui. Eh bien, moi, le fond, moi, je l'aurais répandu un peu plus loin parce qu'on aurait dit que c'est les couettes qui continuent de l'autre côté. C'est ça qui me gêne un peu. Si c'était le fond, eh bien, il faut que ça se disperse comme un nuage et ce serait encore beaucoup mieux. C'est la seule chose. J'aime bien ce que vous faites dans ce pastel. Moi, quant à moi, je préfère le pastel aux deux autres, si je suis obligé à donner une référence. Je vous remercie infiniment d'être venu et nous allons continuer la prochaine fois avec la suite de cette émission qui va être très intéressante sur la technique picturale et l'emploi de la matière. Merci à vous aussi. Alors, à très bientôt. Merci. Bonjour. Merci.